Merci beaucoup Jacques pour cette invitation et pour cette très généreuse introduction. En fait, Jacques Berchtold a été mon assistant à l'Université de Genève. Je ne veux pas le vieillir, mais il faut quand même que le disciple rende hommage à son maître. Il ne le sait pas, mais il est sans doute responsable de beaucoup de choix que j'ai faits d'un point de vue professionnel et aussi d'un point de vue intellectuel. Mais ça, on en reparlera une autre fois, en plus petit comité. Merci à la Fondation Bodmer de m'inviter et de me donner l'occasion de me replonger dans quelque chose, dans un sujet qui m'a toujours intéressé depuis très très longtemps, qui a donné lieu partiellement à un livre que vous avez vu et qui circule, qui est une biographie de l'acteur et chansonnier. Il avait toutes sortes de casquettes, mais surtout un acteur berlinois, Max Ehrlich. J'ai l'immense privilège, l'immense chance d'avoir son neveu qui est dans la salle aujourd'hui et qui est aussi à l'origine de ce livre il y a très très longtemps. Et voilà, donc c'est un sujet qui m'intéresse, qui a continué de m'intéresser quand j'ai continué mes études en Performance Studies, j'explique ça une autre fois, qui concerne les pratiques mémorielles, pas seulement à travers les mémoriaux et les monuments que j'étudie essentiellement, mais aussi la manière de se souvenir, la manière de transmettre une mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective, qu'elle passe par l'écriture, par l'art, par des bâtiments, par des journées, par toutes sortes de créations ou des rituels nouveaux ou anciens ou revisités. Alors, le ton est donné, c'est pas... Jacques Berchtold a commencé par faire l'éloge funèbre de 3 grands maîtres, et là on continue dans un registre qui est d'un côté relativement sombre, puisqu'il s'agira de parler de contexte, un contexte historique extrêmement triste et terrible. Et d'un autre côté, il s'agit de voir ces lueurs, ces moments de résistance, ces moments de création, ces moments d'inventivité qui permettent de maintenir, comme je vais vous le décrire tout à l'heure, une humanité, une dignité, garder un espoir et se maintenir en tout cas en vie autant que possible. Alors, la production, j'ai parlé aujourd'hui de production littéraire, écrite, mais il faut bien se rendre compte que la production artistique est une réaction ou une attitude, un comportement dans des situations extrêmes qui est connu depuis très longtemps. Ceux d'entre nous qui ont visité des prisons ou des châteaux savent qu'on peut y voir des graffitis, des choses comme ça, qui ont été écrites avec ce qu'on a pu, ou des traces qui ont été laissées comme on l'a pu. Ça peut être des dessins, ça peut être des mots. Et puis, si on pense à la période du XXe siècle, qui a connu les pires génocides et meurtres de masse et guerres civiles avec, sur l'échelle du nombre de morts, quelque chose d'assez impressionnant, on voit des exemples assez nombreux, par exemple de poésie écrite au goulag soviétique, de textes qui ont été écrits par les disparus torturés dans les prisons chiliennes ou argentines, et plus particulièrement dans le cadre des camps de concentration nazis, dont je vais parler aujourd'hui, de toutes sortes d'activités culturelles et de toutes sortes de productions culturelles et artistiques qui ont été vues, enregistrées, documentées dans différents camps et différents ghettos. Par exemple, Primo Levi nous raconte qu'à Auschwitz, il se maintenait intellectuellement disponible et frais, si l'on peut dire, en se remémorant et en déclamant des extraits entiers de la Divine Comédie de Dante. Un autre exemple, François Le Lyonnais, qui était mathématicien, qui a été un des membres fondateurs de l'Oulipo après la guerre, lui a été déporté à Dora pour faire de résistance, et il raconte comment il a créé ce qu'il a appelé l'université, avec 4 ou 5 étudiants qui étaient des jeunes qui avaient été déportés comme lui, et lui, tout mathématicien qu'il était, il était aussi passionné d'histoire de l'art et passionné de littérature. Et il a conçu, comme ça, dans sa tête, il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien. Après la guerre, il a mis ça par écrit. Il a conçu une histoire de l'art et une histoire de la littérature en décrivant les œuvres avec les mots. Donc les gens qui étaient avec lui, ses étudiants, entre guillemets, n'ont jamais vu les œuvres dont il était question, mais il a réussi à donner un cours et à les tenir en haleine et à les maintenir intéressés et engagés à vouloir vivre par ce biais. Un autre exemple que beaucoup de gens connaissent, c'est l'exemple de Hans Krasa, qui a été déporté à Térésine
à côté de Prague, et qui a créé et monté, dans le contexte du camp, un opéra pour enfants qui s'appelle Brundibar, qui est assez régulièrement remonté à travers le monde. Et c'est dans ce cadre qu'il existe toutes sortes d'autres exemples, et que j'en ai choisi deux pour ce soir. Le premier, parce que c'est celui sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années, c'est la question du théâtre, en particulier le théâtre dans le camp de Westerbork, dans le nord de la Hollande. Et puisque l'invitation m'était faite par la Fondation Bodmer, dans le cadre de l'exposition unique, de travailler sur le recueil de recettes de cuisine rédigé par Rosa Deak au camp de Bergen-Belsen. Donc, deux exemples différents, ou peut-être pas, on va le voir, dans les spécificités propres à chacun, et comment finalement on voit certains échos ou certains croisements. Alors je commence par la Hollande, l'exemple du théâtre dans le camp de Westerbork. Donc Westerbork, c'est un endroit tout au nord de la Hollande, nord-est, à la frontière allemande, et c'est un endroit extrêmement aride, c'est une plaine, évidemment il est en Hollande, donc c'est plat, c'est très très chaud en été, c'est glacial en hiver, et c'est un peu désertique. Et en 1939, les Pays-Bas créent un camp de réfugiés, essentiellement pour des juifs allemands qui traversent la frontière, qui sont en fuite, et ils les mettent là en attendant de trouver un autre endroit où les caser. À partir de 1942, l'armée allemande, qui a entre-temps depuis 1940 a occupé les Pays-Bas, va prendre le contrôle de cette caserne et le transformer en camp de transit pour tous les juifs qui sont arrêtés sur le territoire hollandais et qui vont ensuite, petit à petit, être transférés à l'Est. C'est l'équivalent du Drancy hollandais, si vous voulez. C'est un camp où on regroupe les juifs arrêtés aux Pays-Bas et ensuite ils vont repartir ailleurs, en général ailleurs, voulant dire Auschwitz ou Treblinka ou Térésine. Au moment où, en 1942, donc le camp change de main, à ce moment-là, au lieu d'avoir à peu près 500 réfugiés dans le camp, on passe à 10 000. Et donc déjà au niveau de l'espace, vous voyez combien ça va exploser de monde, et ça va exiger toute une organisation différente, avec beaucoup de va-et-vient évidemment, avec beaucoup de gens qui arrivent et de gens qui partent. Il y a un commandant allemand à la tête de ce camp, il s'appelle Konrad Gemmecker, et il s'est trouvé envoyé là-bas, sans doute pas son premier choix de villégiature, vu les circonstances, mais du coup, il va faire en sorte d'être le plus à l'aise possible. C'est-à-dire qu'il va utiliser la main-d'œuvre qu'il a à disposition pour avoir une vie aussi agréable que possible, pour avoir tous les plaisirs qu'il pourrait avoir s'il était dans une ville plus importante avec des ressources plus importantes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va aussi envisager ce camp comme un camp un peu exemplaire, comme une vitrine qui va sembler agréable à regarder et où il sera peut-être agréable d'y vivre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, un peu comme on l'a vu avec Térésine, ça veut dire qu'il va y avoir un coiffeur, il va y avoir des terrains de sport, il va y avoir une école, il va y avoir des différentes activités, des concerts, des réunions diverses, on peut jouer aux cartes, etc. etc. Et ça a deux avantages, cette situation et cette mise en scène. On est déjà en train de parler de théâtre, là, évidemment. Le premier, c'est que pour un homme qui se trouve être au milieu de nulle part, sans les agréments d'une grande ville comme Berlin ou autre, eh bien, il se crée finalement un bon remède à son ennui. D'un autre côté, vis-à-vis des 10 000 personnes affolées, paniquées, ne sachant pas où elles vont aller, quel sort leur est destiné, etc., ne parlant pas nécessairement l'allemand, etc., ça permet d'avoir une bannière, de les tenir, de leur donner un semblant d'espoir, de leur dire « mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, regardez, c'est comme à la maison, il y a un coiffeur, il y a une salle de sport, il y a les enfants vont à l'école, et vous pouvez aller au concert, vous pouvez aller acheter un tube de dentifrice au petit magasin du coin, il y a à peu près, c'est tout ce qu'il y a à acheter. » Et donc, manier comme ça cette vitrine, à la fois pour son confort personnel et pour contenir les déportés qui se trouvent dans le camp. Et donc,
Le hasard fait, est-ce le hasard? On ne sait pas, mais en mai 1943, si on fait une sorte de recensement de qui se trouve dans ce camp de Westerbork, on trouve la crème du cabaret berlinois de l'avant-guerre. La raison pourquoi c'est pas complètement hasard, c'est que je prends l'exemple de Max Ehrlich, évidemment que je connais le mieux, mais son profil n'est guère différent de ses camarades de scène. C'est que pour ceux qui sont restés jusqu'à ce qu'il soit trop tard en Allemagne, une fois que c'était vraiment fini, qu'ils ne pouvaient plus travailler, l'étape d'après, puisqu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs, ils ne pouvaient pas espérer quitter l'Europe, ça a été d'aller aux Pays-Bas. Pourquoi? Parce qu'aux Pays-Bas, il y avait encore des possibilités de s'exprimer, de jouer, de faire du théâtre, surtout parce qu'il y avait un grand contingent de public qui parlait l'allemand. Et ces gens, ces acteurs, ces comédiens, ces cabarettistes, ces chansonniers, ils dépendent de la langue allemande. Ils ne peuvent pas, tout d'un coup, se réinventer en anglais, en français, en italien, que sais-je. Et donc, c'était aussi une question de survie professionnelle de partir en Hollande plutôt que l'Autriche était cuite, de toute façon, et il n'y avait plus tellement de possibilités. Et voilà comment on se trouve en mai 1943 à Westerbork avec une quantité d'artistes de scène qui viennent tous soit de Berlin, soit de Vienne, et puis par la suite ils vont être réunis avec leurs camarades d'Amsterdam. Et on trouve parmi eux donc Max Ehrlich, Willy Rosen, Erich Ziegler, Kurt Geron, Camilla Spira, et toutes sortes de gens. On ne sait pas comment est venue l'idée de créer une troupe de théâtre. Enfin, je pense que simplement, on se retrouve, comme s'il y a assez de gens pour faire une équipe de foot, il y a assez de gens pour faire une troupe de théâtre. Et à partir de juillet 1943, on commence à avoir des spectacles produits par la troupe de théâtre de Westerbork. Il y a quelque chose de presque de surréaliste. Il faut se dire qu'à cette époque, au sommet, parce que c'est évidemment une troupe qui a fluctué en nombre par la force des choses, mais au sommet de ses capacités, c'était 51 personnes qui formaient la troupe de théâtre Westerbork, y compris, donc pas seulement les acteurs et les musiciens, mais aussi les éclairagistes, les décorateurs, les costumiers, les maquilleurs, tous les gens qui étaient derrière, qui s'occupaient de la mise en scène, de tirer les ficelles, etc., de déplacer les décors, de s'occuper des accessoires, etc. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on se trouve dans une situation, c'est pas un théâtre clandestin, c'est un théâtre dans l'enceinte du camp qui, le groupe est allé demander la permission au commandant du camp, qui a dit oui, encore une fois parce que ça correspond à son propre dessein, à la fois personnel et professionnel, d'avoir du spectacle. Et donc, on va se trouver dans cette situation assez paradoxale, avec, voilà le moment du salut d'un des spectacles, Mélodie und Humor. Vous les voyez, les acteurs, ils ont tous les poils jaunes, cousus sur la poitrine, et au premier rang, avec ce costume bicolore, c'est Max Ehrlich, et vous voyez, les décors ont été peints à la main, il y a des costumes, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une scène, en parenthèse, le bois de la scène, il vient de la synagogue de la ville d'à côté qui a été brûlée, un rideau, etc., des coulisses, tout ce qu'il faut. Et dans le public, qui est-ce qu'on a? On a au premier rang Guéméquer, sa maîtresse et d'éventuels sous-fifres ou autres officiers nazis de passage, et à partir du deuxième rang, eh bien, ce sont les déportés, essentiellement juifs, qui vont venir au spectacle comme s'ils se trouvaient l'espace d'une soirée, de nouveau à Berlin, à Vienne ou ailleurs. Et donc, c'est une situation tout complètement paradoxale, puisque d'un côté, vous le voyez dans cette image, énormément de moyens sont déployés. C'est-à-dire que s'il avait besoin d'aller chercher des tissus ou du bois ou du matériel pour peindre les costumes, pour peindre les décors, etc., eh bien, il fallait s'adresser au commandant ou à un de ses officiers, et en général, ils obtenaient ce qu'ils voulaient. Et d'un autre côté, on se trouve dans un quotidien de rationnement, de privation, de manque, de restrictions en tout genre. D'un côté, on se trouve dans une situation de cabaret, donc c'est un genre comique, c'est un genre léger, on s'amuse, on ne va pas se prendre la tête, comme on dirait aujourd'hui. Et d'un autre côté, on est dans un contexte de camp de concentration, d'antichambre de la mort. Et antichambre de la mort vraiment littéralement, parce que les spectacles, quand ils avaient lieu le lundi soir,
alors que le mardi, le lendemain, c'était le jour où étaient publiées les listes de déportation. La plupart des gens à Westerbork n'avaient pas grande idée de ce que ça voulait dire partir le mardi, mais ils savaient que c'était en général, dans l'incertitude, c'était plutôt mauvais. Donc il y avait tout un exercice à essayer d'éviter d'apparaître sur les listes du mardi. Mais en même temps, personne ne savait comment elles étaient rédigées, qui allait s'y trouver ou pas, et quels étaient les moyens de ne pas y apparaître. Donc voilà, encore une situation de paradoxe entre le spectacle et la réalité. Et finalement, on a une situation de, comme je vais le développer dans un instant, de création artistique, de liberté, d'inventivité, et en même temps de censure, de dictature, d'oppression. Parce qu'il y aura forcément une censure. On n'est pas dans un cadre de théâtre clandestin, il y en a eu plein d'autres dans d'autres situations. On est dans un cadre de semi-officialité, parce qu'il y a quand même la personne qui décide de tout, de la vie et de la mort, qui est au premier rang. Donc il y a eu certains cas où une pièce en particulier, qui était une pièce de théâtre un peu longue, a été carrément censurée. Donc on a le texte de la pièce, mais on sait qu'elle n'a pas pu être montée à Westerbork. Il y a eu d'autres cas où il a fallu censurer des choses. Mais voilà, dans l'ensemble, vous avez une équipe de théâtre complète qui sont donc des stars le soir de la représentation. Il y a un programme qui est publié. Voilà, le programme de Total Verrückt. Vous voyez, c'est Groteske Kabarett Schau. Carrément, on est dans un camp, mais c'est grotesque. Avec tous les principaux responsables de mise en scène, à la régie, la musique, etc. Et voilà le programme, à côté, les différents tableaux, puisque c'est du cabaret, donc c'est différentes scènes, c'est différents tableaux. Et donc, vous avez, c'est des stars d'un soir, puisque quand ils montent sur les planches, ils sont véritablement des artistes plus ou moins adulés, on va le voir, mais le reste du temps, dès qu'ils redescendent, eh bien, ils sont corvéables comme les autres. Ils ont leur horaire comme les autres, leur rationnement comme les autres, et donc leur vie n'est pas différente de celle des autres déportés, à l'exception de ce moment de spectacle. Et les répétitions qu'ils vont pouvoir faire tard le soir, quand la journée est terminée. Alors, ils auront monté 6 spectacles qui mêlent des sketchs, des chansons, des petites scènes théâtrales, des moments d'humour, des histoires, de la danse. Il y a eu à un certain moment, il y a eu les Westerbork Girls qui levaient très haut la jambe d'ailleurs. Et pour vous dire, voilà, on est dans l'espace de ces 2 heures de spectacle, on est dans un autre monde, on voyage complètement ailleurs. Et on voyage pourquoi? Pour surmonter ces autres paradoxes. Par exemple, évidemment, le plus évident, c'est l'humour, puisqu'il s'agit de spectacles drôles, comiques, humoristiques, l'humour comme échappatoire, comme une arme de résistance. Mais aussi, ce qui est très intéressant d'un point de vue littéraire, c'est que cette censure et le fait que dans la salle, il n'y ait pas la connivence complète qu'on puisse avoir dans une situation où on serait entre personnes qui sont discriminées ensemble, etc., eh bien là, ça demande une certaine agilité intellectuelle, ça demande une certaine créativité pour, d'une part, faire quand même passer un message qui sera compris de certains, mais pas de tous. Ça demande de trouver de mettre au point certaines trouvailles ou certains niveaux d'ironie, c'est peut-être plus le 2e ou le 3e, mais sans doute le 17e ou le 19e, pour contourner cette censure et quand même arriver à proposer quelque chose qui va faire plaisir, qui va donner un vent de liberté, une bouffée d'air pendant ces 2 heures. Et alors, ce qui est le plus important, et on va le voir aussi avec les recettes de cuisine tout à l'heure, mais plus généralement avec la littérature ou les productions artistiques qui émanent de lieux de concentration et de lieux de torture et de lieux d'oppression, il s'agit avant tout, évidemment, de conserver son humanité. Ça veut dire quoi, son humanité? C'est-à-dire sa dignité humaine dans un monde où, justement, le but ultime, c'est petit à petit de l'écraser, c'est de l'effacer, et c'est finalement de l'ôter complètement en menant les gens à la mort. Alors, j'aimerais vous lire une citation de Yeti Cantor, qui était une des membres de la troupe de théâtre. Elle était hollandaise, elle a survécu. J'en parlerai à la fin, il n'y en a eu que 4 ou 5 qui ont survécu.
Et donc elle a raconté après la guerre ses souvenirs. Et elle dit ceci: on oubliait qu'on se trouvait dans le camp. Après un spectacle, on s'attendait à ce que tout soit merveilleux. Mais on sortait et tout était sombre. Pas de lumière, pas de rue. Tu retournais à ta baraque, tu grimpais sur ton chalit, troisième à partir du bas. C'était très déprimant. Alors, en faisant des recherches à Amsterdam ou à l'Institut du théâtre hollandais, j'ai trouvé le script annoté par Yeti Cantor, qui a fait don de ses archives après la guerre. Et donc, c'est un document assez émouvant parce que vous voyez qu'elle a changé des choses, elle a ajouté des annotations vraiment comme si elle était sur une scène normale, habituelle. Alors, j'en brosse un portrait extrêmement positif. Je ne vais pas cacher mon enthousiasme pour la chose, mais tout n'était pas rose et la troupe de théâtre n'avait pas que des amis et que des soutiens. Il y a eu plusieurs personnes déportées comme eux qui ont écrit dans leurs journaux intimes ou à d'autres occasions ce qu'ils pensaient de ce théâtre, qui ont mis une fois les pieds et ensuite ils se sont jurés que plus jamais ils n'y retourneraient. Et c'est le cas, par exemple, de quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, parce que son journal a été publié après la guerre et il est encore énormément lu, c'est Etty Hillesum, qui écrit des pages terribles à l'encontre de la troupe de théâtre, en disant en gros que ce sont des lèche-bottes. Alors, bottes avec nazi, bon, c'est peut-être pas le bon mot, mais elle dit ça. Elle dit en fait ils font ça pour se faire bien voir du commandant, c'est odieux qu'ils fassent ceci, qu'ils se comportent de cette façon. Une autre personne, c'est Philippe Mechanicus, qui est un journaliste hollandais et qui, lui, écrit aussi un journal, comme s'il écrivait un petit peu des notes, comme s'il était journaliste. Et lui, il dit il est extrêmement virulent. Et il y a une scène dans un des spectacles où les acteurs disent c'est important de continuer à gazouiller, même si quand on a les pieds dans la merde. Pardon, même quand on a de la merde jusqu'au cou. Dans la merde jusqu'au cou. Je m'excuse de devoir répéter ce mot 3 fois. Et puis là-dessus, Mechanicus écrit dans son journal c'est quand même insensé. On est tous dans la merde jusqu'au cou et pourtant, il y en a qui continuent à gazouiller. Comme c'est étrange. Ce à quoi Max Ehrlich, le lendemain, lui répond « Je gazouille quand même ». Et donc voilà, finalement, ça se résume à ça. Est-ce qu'on doit continuer à gazouiller quand on est dans le cambouis? L'un qui dit quelle étrangeté, franchement, c'est pas la première chose qu'on devrait faire, et l'autre qui dit mais si, c'est ça. Ça a été l'objection, disons, qui est finalement un mode un choix de posture, un choix de positionnement dans l'adversité. Et c'est quand même important de le noter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à Westerbork, dans ces pièces de théâtre, qu'est-ce qu'on a comme thématique? On a certains numéros un peu anciens. Alors vraiment, quand je dis ancien, c'est très ancien. C'est-à-dire qu'on ne remonte pas au Berlin des années 20, c'est un peu trop proche, mais on remonte à l'Allemagne des années, la fin du 19e siècle, un côté un peu romantique. Alors c'est très drôle de parler de hauts vertes prairies quand on est dans une plaine aride où il souffle le froid en hiver et le chaud en été. Mais voilà, ça fait partie de l'ironie. On parle de la vie quotidienne du camp, on parle des relations entre hommes et femmes. Il y a un côté un peu type fédo, c'est du léger, c'est du quotidien. Mais l'idée, c'est de donner une évasion temporaire, c'est de donner une bouffée d'espoir, même si ce n'est qu'une bouffée. Alors, au bout de 18 mois, en 18 mois, la troupe a créé 6 spectacles complets qui ont été montés à plusieurs reprises. Et en juin 1944, c'est le dernier spectacle, puisque en août, la troupe va être dissoute, et en septembre, le camp va commencer à être liquidé. Donc, Gemmeker a reçu des ordres, il faut en terminer avec Westerbork, et là, ça veut dire que les déportés, il ne faut plus attendre le mardi, c'est presque tous les jours, des trains qui partent pour Auschwitz et pour Theresienstadt. Et donc, sur les 51 membres que comptait la troupe de Westerbork à ses plus hauts effectifs, il n'y a eu que 5 ou 6 survivants. Donc, s'il fallait de manière après coup, disons, et post-mortem, répondre aux critiques,
on voyait bien que ça ne servait à rien. Il faisait ça par plaisir, il faisait ça parce que c'est tout ce qu'il savait faire, il faisait ça parce qu'il savait que ça les aidait eux et ça aidait leur public, et qu'il n'y avait pas, d'autres intentions, ou si ça pouvait aider, tant mieux, mais enfin l'idée c'était pas, plus j'en fais, et plus je me montre, et plus je suis brillant sur scène, plus j'ai des chances de ne pas apparaître sur la liste le mardi. Puisqu'ils sont tous, c'est pour ça que cette troupe finalement elle était en accordéon. Les Westerbork Girls, ça a duré tant qu'il y avait des girls. Et puis ensuite, à un moment, il n'y avait plus assez de girls pour faire du French Cancan. Et puis, il y a un moment où il y avait beaucoup moins de musique et beaucoup plus de récitatifs. Et l'inverse s'est produit aussi. Donc, preuve en est que Gehmecker se contentait des spectacles qu'il avait. Il n'avait pas pour autant préservé la troupe intacte pendant 18 mois. Et donc, le théâtre aura été un moyen de tenir bon. Alors, il y a toutes sortes de méthodes pour tenir bon. Pour d'autres, ça a été de faire de la contrebande de nourriture ou de cigarettes. Pour d'autres encore, ça a été de prier avec encore plus de ferveur. Pour d'autres, ça a été de tenir un journal et de d'exprimer ce qu'on ressent. Et pour l'équipe de Westerbork, ça a été d'utiliser ses talents, c'est-à-dire l'humour, le chant, la musique, la danse, le théâtre, pour se maintenir en vie et avec soi, nourrir aussi l'humanité de son public. Alors, je terminerai par cette section sur Westerbork par une citation du livre que l'académicien Jean Clair a dédié à Zoran Muzic, qui était un peintre qui a été déporté à Dachau en 1944. Et il dit ceci, et vous verrez, ça m'offre une magnifique transition avec la deuxième partie de cet exposé. La mémoire et la culture, qui sont choses à peu près synonymes, jouèrent un rôle majeur dans le destin des déportés. Qui se souvenait pouvait espérer survivre. Qui conservait en soi une trace du monde cultivé pouvait encore résister à la mort. Ce que l'on garde en tête est le seul bien que la barbarie ne puisse vous ôter. C'est le dernier trait d'identité quand tout vous a été retiré, jusqu'à votre identité même. Savoir un poème par cœur vous met à l'abri du désastre. Faire ressurgir en soi l'écho de ce qui fut naguère un patrimoine spirituel est un viatique à l'égard de l'hostie au regard du croyant. Et donc, c'était vraiment ça, c'était s'accrocher, mais s'accrocher à quoi? S'accrocher à ce qu'on sait, s'accrocher à ce dont on se souvient. On est dans l'immatériel qui permet de tenir bon d'un point de vue matériel, physique. Et alors, cette citation, cette phrase en particulier de Jean Clair, qui se souvenait pouvait espérer survivre, c'est exactement ça. C'est vraiment ce même élan mémoriel qui a animé aussi Rosa Deák, qui donc elle est née en 1924 en Hongrie. Elle a été déportée en 1944, au même moment où il y a eu la grande déportation, qui est la dernière grande déportation des Juifs, c'était celle de Hongrie, en particulier de Budapest, en mai 1944. 300 000 Juifs hongrois qui ont été déportés à ce moment-là. Et elle venait d'avoir son diplôme d'enseignante, et elle se trouve avec sa famille au camp de Bergen-Belsen. Elle va survivre. Elle va réussir à s'évader vers la fin de la guerre, juste avant la libération du camp, avec sa sœur. Et elle a donc passé une dizaine de mois ou une douzaine de mois à Bergen-Belsen. Et c'est là qu'elle va, déjà, premier exploit, trouver du papier, trouver un crayon ou de quoi écrire, et se mettre à rédiger des recettes de cuisine. Au total, je vais quand même vous mettre l'image là, parce que c'est impressionnant. Et c'est le manuscrit qu'on peut voir dans l'exposition unique. Au total, 142 recettes. Ce qui est intéressant, la proportion, sur les 142, 76 c'est des desserts. C'est quand même la Hongrie, on a la dent douce. Donc 142 recettes qui ont été écrites sur 92 pages. Alors les pages, c'est quoi? En fait, c'est un papier de format A5, comme ça, ensuite plié en deux. C'est juste, Jacques? Et puis cousu au milieu. Et c'est pour ça qu'en fait, au milieu du carnet, du cahier, il y a des pages blanches. Donc elle avait commencé d'un côté, il y a des pages blanches à la fin, ou alors elles ont été ajoutées plus tard. Et puis à la fin, il y a toutes sortes de recettes. Et vous voyez comme c'est serré l'écriture. On n'a pas le luxe d'avoir des marges, d'avoir une page par recette, que sais-je. C'est écrit serré, c'est écrit de gauche, d'un bord à l'autre. Et puis, même la liste des ingrédients, on va aligner les ingrédients, on ne se donne plus l'espace de dire 3 œufs,
200 grammes de farine, que sais-je. Et donc là, on est dans un contexte complètement différent de celui de Westerbork, puisque Rosa écrit en cachette. On est dans une clandestinité totale. Elle n'est pas censée avoir de quoi écrire, elle n'est pas censée écrire, et on ne sait pas du tout d'ailleurs comment est-ce qu'elle a réussi à trouver le papier et le nécessaire pour écrire. Et donc elle a constitué ce cahier. C'est très intéressant, les recettes de cuisine, ça c'est une autre de mes passions d'un point de vue universitaire, parce que j'ai été très influencée par ma directrice de thèse, Barbara Kirchenblatt-Gimblet, qui a l'une des plus grandes collections de livres de recettes de cuisine juive au monde. On parle d'environ 5000 livres. Et donc la recette de cuisine, et le livre de cuisine, mais la recette en soi, c'est vraiment intéressant. D'abord, c'est un genre littéraire, il faut l'appeler genre littéraire, j'insiste, qui est ancré dans le quotidien. On est dans le quotidien, on est dans le familier, on est dans le ménager, on est dans le pratique. C'est aussi un genre qui jette un pont entre le passé, le présent et le futur. Parce qu'on a tous, je suis sûre, dans cette salle, une recette de notre mère, de notre grand-mère, qu'on va ensuite passer à nos enfants ou nos petits-enfants. Même si c'est une recette, même si c'est très simple, peu importe, il y a cette idée de transmission de patrimoine. En général, parfois ça vient avec un cahier, avec une écriture manuscrite, parfois c'est de l'oralité, parfois c'est par d'autres sens qu'on se souvient de ces recettes, on se souvient de l'odeur, on se souvient d'une consistance, on se souvient d'une texture, on se souvient d'une poêle qui bouille, où ça frit, on se souvient du four qui est chaud, on se souvient de choses comme ça. Je sais que moi j'ai mis des années à reconstituer les boulettes de poulet de ma grand-mère paternelle, finalement j'ai réussi, parce que j'avais pas la recette. Mais j'avais très clairement le goût, elle m'était restée, et la consistance. Alors voilà, donc ça c'est une des caractéristiques de ce genre, et c'est aussi, la recette de cuisine fait aussi appel à la mémoire, à la tradition, mais souvent aussi pour s'en démarquer un petit peu. Pourquoi? Parce que, vous le savez, on le voit sans doute partout, aujourd'hui, on a la recette de sa grand-mère, mais on se dit quand même, autant de crème, autant de beurre, mon cholestérol, mon régime, je suis sans gluten, ceci et cela. Et puis il y a aussi d'autres périodes, il y a des questions d'économie qui rentrent en ligne de compte, par exemple. J'ai chez moi un livre de cuisine américain qui date des années 30 et qui s'appelle le livre de cuisine de la dépression. Et c'est comment faire encore de la cuisine et nourrir sa famille quand on a beaucoup moins de moyens, quand on peut moins dépenser en matière grasse, par exemple, etc. Un autre phénomène, c'est quand il y a eu l'apparition de la margarine ou des huiles végétales. D'un seul coup, ça changeait complètement la manière de cuisiner. Et voilà, donc dans le livre de cuisine, on se trouve aussi à un moment de transition entre une tradition qu'on a reçue, mais qui reflète aussi un moment, une région, un lieu, des habitudes, un terrain économique particulier, un terrain religieux. Si, par exemple, dans le cas des Juifs, on respecte les règles de la nourriture cachère, ce qui n'est pas le cas apparemment chez Madame Dehac, c'est des questions de l'art et d'autres choses. Mais ça nous indique aussi beaucoup de choses, justement, qu'on se trouve dans une situation d'une famille de Juifs hongrois qui utilisait le lard dans sa cuisine. C'est aussi un élément intéressant. Et en même temps, on se trouve dans un contexte de grande concentration. Qui va aller trouver du lard, justement, pour aller faire revenir les oignons? Qui va aller trouver le sucre nécessaire pour faire un des 76 gâteaux ou desserts qui sont proposés dans ce recueil? Donc on est à la fois dans un monde ancien, un monde présent. Un monde ancien, la recette de cuisine, c'est par définition, jusqu'aux années 2000, c'est par définition quelque chose qui va se faire pour un groupe. Il n'y a que à partir des années 2000 où on trouve cuisiner pour soi tout seul, la cuisine pour une personne. Ça n'existait pas avant. L'idée, quand vous faites de la cuisine, c'est forcément, il va y avoir au moins 2 personnes, mais si possible, 4, 8, 10, 12, que sais-je, ça n'en finit pas. Il y a une dimension festive qui est associée à la cuisine, dans un livre de cuisine. C'est soit le repas du dimanche, le repas du vendredi soir, le repas du samedi, que sais-je, le repas pour une fête, pour une grande occasion, le repas qui est un synonyme de réunion, de célébration. Et tout ça, on le perd dans un contexte de camp. Dans un contexte de grande concentration. On n'est même plus là pour faire de la cuisine. Et la chose essentielle finalement d'une recette de cuisine, c'est qu'elle soit faite. Alors là, mes 4 ans d'études de doctorat en performance studies m'ont aidé à concevoir ça.
c'est qu'il y a la notion de performatif. Les recettes de cuisine, c'est comme un mode d'emploi. Si vous lisez une recette de cuisine, mais que vous ne la réalisez jamais, ça n'a pas grand intérêt. Si vous avez un mode d'emploi, mais que vous ne montez jamais votre bureau Ikea, eh bien, ça n'a pas d'intérêt non plus. Et donc là, on se retrouve dans un contexte où on veut, pour que la recette de cuisine soit pleinement réalisée en tant que recette de cuisine, il faudrait qu'elle soit cuisinée. Mais ça ne va pas être le cas dans ce point. Alors, c'est autre chose. Une recette de cuisine qui est rédigée, qui est réunie, qui est soigneusement recopiée dans un cahier qu'on a eu beaucoup de mal à constituer, signifie bien qu'elle est autre chose dans ce contexte-là. Elle est quoi? Elle est justement une manière d'abord de se garder sa mémoire, parce que qui se souvient survit. Elle est une manière aussi de garder la mémoire du passé, c'est-à-dire que les recettes de Rosa, c'est sans doute les recettes elle n'a que 20 ans, sans doute les recettes de sa mère, de sa grand-mère, de sa tante, que sais-je. C'est une manière de se souvenir de là d'où on vient. C'est une hongroise, il y a beaucoup de recettes hongroises, pas des recettes de Bergen-Belsen qui se trouvent vers Hambourg. Et puis, c'est aussi une manière, quelque part, il y a quelque chose de très paradoxal, mais en invoquant des choses qu'on n'a plus, comme de la farine, de la crème, du lait, du beurre, de la viande, toutes ces bonnes choses qu'on aimerait cuisiner, dans un contexte où tout ce qu'on a finalement, c'est une soupe transparente et c'est un morceau de pain rassis, eh bien, vous voyez le contraste qui permet de s'évader, de se réinventer, de se transporter dans un monde d'abondance, dans le monde d'avant, ou peut-être le monde d'après, où on va retrouver cette abondance, le groupe, la communauté, la famille, et tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, les recettes de Rosa, on le voit, là on le voit dans cette image à droite, où il y a deux encres différentes. Les personnes qui ont pu étudier le cahier en question ont remarqué qu'il y avait plusieurs écritures différentes. Donc ça veut dire quoi? C'est pas seulement une question qu'elle fatiguait ou elle a écrit parfois de manière rapide ou de manière bâclée, etc. Ça indique sans doute qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit dans ce recueil. Et d'autre part, il y a aussi des recettes qui n'ont rien à voir avec la nourriture traditionnelle hongroise, comme il y a des recettes italiennes par exemple. Ce qui montre aussi que c'était un travail collectif. C'est-à-dire que ce n'était pas Rosa seule dans son coin qui écrivait ses recettes dont elle se souvenait, ça peut être commencé comme ça, mais ensuite, très vite, c'est devenu une œuvre collective, une œuvre de rassemblement, un petit peu comme le théâtre finalement, où il faut une équipe. Et c'est moi je me souviens de la recette du strudel, et moi c'est le cannoli ou que sais-je, et donc il y a ensuite des ajouts, il y a des comparaisons, c'est là qu'on peut dire tu le fais comme ça toi, et qu'on peut échanger et garder aussi un échange, une certaine humanité, un certain esprit de groupe, avec des références qui sont communes et qui sont extérieures à la situation terrible dans laquelle on se trouve. Alors, ce qui est... donc, je résume, le cahier de recettes qui n'est pas seulement un exercice de mémoire, mais aussi un rêve d'abondance, qui est un rappel nostalgique à une période du passé, mais qui est aussi un pont vers celles qui ont appris à cuisiner, mais qui aussi va peut-être permettre de tenir dans le présent et d'envisager peut-être l'avenir. Parce que si on met ces recettes par écrit, avec la difficulté que ça comporte, c'est bien qu'on a quand même l'idée qu'elles vont être conservées. Il y a un côté très éphémère dans l'écriture de recettes, comme il y avait un côté très éphémère à avoir des pièces de théâtre montées avec, j'allais dire, avec 3 bouts de bois, c'était un peu plus que ça, mais le côté de l'écriture du programme, la mise en place des différents numéros est très simple, et en même temps, il y a quand même une idée que quelque chose va rester, quelque chose va durer. Et donc, on est là aussi dans un double phénomène de l'instant présent, qui va essayer de rechercher des ressources dans le passé, dans un passé positif, gai,
vivant, commun, de groupe, de famille, et en même temps qui est conscient qu'il est ancré dans le présent, dans un présent difficile, un présent d'oppression, un présent de confinement, un présent de détresse, avec peut-être un petit ray de lumière, un petit point de passage vers un futur extrêmement incertain. Et donc, maintenant on met en comparaison, on met côte à côte, pas vraiment une comparaison, le recueil de recettes de cuisine et les pièces de théâtre montées dans les camps, dans des circonstances donc, similaires, même s'il y a quelques détails de différence importants, comme la question de la clandestinité pour l'un et la question d'un public mixte pour l'autre, on se rend bien compte qu'on a dans ce genre de littérature produite, et on peut étendre ça aux différents arts qui ont été aussi produits dans les camps, on a d'abord la mémoire pour survivre. Il faut d'abord se souvenir de quelque chose, on se souvient de sa recette de cuisine, on se souvient d'un numéro de théâtre qu'on a monté, on se souvient d'une chanson, on se souvient d'une poésie. Ensuite, on va faire du neuf avec du vieux, on va réintégrer, réutiliser, remodeler l'ancien dans un contexte actuel extrêmement différent, pour ne pas dire opposé. On va utiliser, on est dans une situation d'évasion, de sortir de sa prison, en tout cas par l'esprit, vers un monde qui est festif, le monde du spectacle, le monde de manger ensemble, un monde chaleureux. Et on va faire surtout, avec ce qu'on a. Parce que, comme je l'ai dit avant, les musiciens et les acteurs de Westerbork, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient rien d'autre que leur talent, que leur capacité à pouvoir chanter, jouer de la musique, déclamer des poèmes, jouer des sketchs, faire rire, danser. Rosa, avec son beau diplôme d'enseignante, elle ne pouvait rien en faire, sinon qu'elle pouvait se souvenir de ce qu'elle savait, et ce qu'elle savait et qu'elle pouvait comme ça cristalliser sur le papier, c'était les recettes de cuisine de son enfance. Et finalement, donc, il y a aussi, dans les deux cas, puisque on insiste pour écrire, on insiste pour mettre sur papier les programmes, on insiste pour mettre sur papier les scénarios, les scripts du théâtre, et pour mettre sur papier, dans un cahier organisé, les recettes de cuisine, il y a bien la volonté que quelque chose va rester. Même si les producteurs de cette littérature, les producteurs de ces spectacles vont disparaître, le papier va rester. Il y aura une trace de leur passage, une trace de leur résistance intellectuelle et spirituelle. Et je vais vous faire une référence à un livre qui est sorti il y a quelques années aux États-Unis, qui s'appelle Memory's Kitchen, dans la cuisine de la mémoire, qui est aussi une édition annotée d'un recueil de recettes de cuisine qui a été rédigé à Terezín, à l'extérieur de Prague. Et c'est une femme qui s'appelle Mina, qui a écrit des recettes. Et ça a été récupéré après la guerre, et ça a été édité avec 2 longues introductions très intéressantes. Et à la fin de son recueil, elle dit « S'il vous plaît, préservez ces recettes ». À qui s'adresse-t-elle? « S'il vous plaît, préservez ces recettes ». Mais il y a vraiment l'idée qu'il y a un trésor dans ces recettes. Il y a quelque chose. Et ce trésor, c'est quoi? C'est un patrimoine, c'est un souvenir d'un temps passé, c'est un souvenir de gens qui n'existent plus, c'est un souvenir d'une tradition, d'une région particulière, véritablement d'un patrimoine qui doit encore se transmettre, même si ceux qui l'ont transmis jusque-là ne sont plus là pour le faire. Alors, je vais terminer en disant que, pour revenir à cette notion du performatif, c'est-à-dire que quelque chose se réalise, quelque chose est fait au moment où soit il est dit, soit il est écrit. Donc dans le cas de la recette de cuisine, c'est quand on suit les instructions de la recette qu'on va obtenir sa tarte aux pommes. Et c'est dans le cas du théâtre, quand on va mettre en scène et jouer le script, qu'on va avoir une pièce de théâtre entièrement réalisée. Eh bien finalement, aujourd'hui, 70 ans ou 80 ans après,
Les pièces de théâtre de Westerbork ne sont plus jouées, ne sont plus montées. Les recettes de cuisine du camp de Bergen-Belsen, de celui de Theresienstadt, ne sont plus réalisées en suivant le livre de recettes telles qu'elles ont été rédigées à l'époque du camp, évidemment. Mais aujourd'hui, on les préserve, on les conserve, on les numérise, on les documente par des bouquins comme ça, et c'est finalement, et on les expose, comme vous avez l'occasion de le voir en ce moment ici. Et c'est là finalement qu'on a une magnifique transformation de l'éphémère qui ne devait pas durer, qui était écrit sur des petits bouts de papier de mauvaise qualité avec une encre qui allait s'effacer ou un bout de crayon, mais de l'éphémère qui va devenir du durable. Je ne dis pas de l'éphémère à l'éternel, parce que c'est une illusion de croire que les choses vont durer éternellement, même les monuments en marbre ou en granit, mais donc de l'éphémère au durable, ou à la longue durée, et une évasion vraiment du confinement, de l'obscurité, vers la liberté et vers la lumière. Et finalement, une nouvelle passerelle de la mémoire, d'un temps du passé antérieur, si vous voulez, hein, le Berlin de l'avant-guerre, le Budapest de l'avant-guerre, via les camps de concentration, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, au milieu du XXe siècle, et ensuite un pont jusqu'à nous, aujourd'hui, jusqu'à notre présent. Et donc, d'une certaine manière, de manière sans doute détournée, de manière un petit peu inattendue ou non anticipée, avec beaucoup d'obstacles qui n'étaient pas prévus, eh bien, cette mémoire a poursuivi jusqu'à nous, a continué jusqu'à nous. Et grâce à des institutions comme la Fondation Bodmer, on a encore une trace aujourd'hui et quelque part, on continue à les faire vivre. Je vous remercie.